Donc, j'ajouterais qu'une épi de blé, ou au sens général, un bourgeon de vignoble, alors une captivité, une belle image, une métaphore, qu'on peut généraliser pour toute culture humaine. Et tout ce qui se pousse sous la surveillance, sous le soin porté par l'homme est très ambigu. Cet amour donné à la plante ou au bétail d'élevage pour une durée limitée, calculée, prévue. Alors, c'est à la fois très sincère, à la fois très calculé et très intéressé. Et donc, d'abord, dans l'origine de l'agriculture et de l'élevage, il faut voir une promesse, un premier acte moraux, entre guillemets, humaine. Ce sera une promesse donnée à la nature ou à l'autre homme à travers le blé ou le mouton, le coq, etc. Et l'animal ou la plante devient intermédiaire, donc une sorte de médiation, un outil, un instrument instrumentalisé d'une promesse qui lui concerne, la plante comme objet, mais c'est pas une promesse donnée à la plante, mais à l'autre homme. C'est ça, bizarrerie, un usage, une use, un intérêt dans la proximité, dans l'occupation intime, soigneuse avec la nature, à la nature. Bizarre. Parce que j'avais écrit un poème sur une pierre, un poème très, disons, tôt, de tendre âge, un piège, je le déclarais, une promesse donnée à un bétail, à un oiseau. Donc une pierre est une promesse donnée à l'oiseau qui est proie, non pas proie du piège, mais notre proie. Et piège est notre intermédiaire, mais la promesse comme gage a un statut de tiers entre l'oiseau et l'homme, comme tiers, donné en gage, et jeté plutôt en gage, vers l'objet, vers ce qui est visé, dont la finalité, encore l'homme, ni le piège, ni l'oiseau, les deux autrement instrumentalisés, et tout retourne à l'homme, et pour qu'il absorbe, pour qu'il complète le cercle d'appropriation ou, entre guillemets, de conscience de soi, n'est-ce pas? Apporter les choses de loin à sa proximité. Premier acte d'appropriation et de compréhension, non pas fait par la main, mais par la main d'autrui, par procuration de pièges comme procureur de roi ou procureur de la République ou procureur de la tribu. Bizarre. Piège, donc, une chose commune, au sens de Sartre. Un objet commun, donc un premier outil est un objet commun qui sert à l'appropriation. Donc un objet exproprié, commun, généralisé, réitérable, qu'on approprie, mais seulement par l'usage. C'est-à-dire, on ne l'approprie pas tout à fait. N'importe quelle autre pierre, n'importe quel instrument instrumentalisé peut faire l'affaire, car
le concept même de l'instrument, la forme, est séparé ontologiquement de sa matière, abstrait de sa matière. Donc une pierre a une statut déjà de l'argent, de la monnaie. C'est ça l'énigme. Tous les mots, tous les signifiants fonctionnent à peu près comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que n'importe quel X peut faire l'affaire. Dans mon discours sur Durkheim-Arbeitung, on cherche un X par rapport à quel on a un sentiment de manque. On manque d'X, mais on ne sait pas on manque de quoi. Et cet X seulement un pré-concept est devenu concept, c'est-à-dire cristallin, clair et distinct. Et l'objet tout de suite est trouvé parce que l'objet était toujours là, comme matière, mais la forme était en nous. Je sais que c'est très aristotélicien ce que je raconte, mais personne n'a raconté histoire d'instrumentalisation et de fétichisation et de valeur d'échange et de substituabilité à travers ces soubassements aristotéliciens de quatre causes. Tout ce qui passe entre dans les rapports très très compliqués de quatre causes. Voilà. Il y a même une finalité qui se joue comme viser la proie. Eh bien, effectivité, c'est justement cette transformation, métamorphose de n'importe quel X comme matière substituable, cette substituabilité même effectuée, le moment où d'effectuation s'appelle cause efficient, c'est ça. On ne peut pas être plus clair dans l'explication, mais on peut en donner des autres descriptions phénoménologiques, bien sûr. Et c'est Heidegger qui travaillait sur quatre causes, n'est-ce pas? Éon, ce qui est toujours là, éon, comme le temps éternel. Et il y a une éternité des actes temporaux, et il y a le temps que nous connaissons, le temps qui prend, qui se donne pour réussir une chasse, par exemple. C'est autre chose, ce n'est qu'une image de l'éternité, comme disait Platon cette fois-ci. Si la cause, au fond, n'était que le temps éternel, cause, c'est-à-dire les lois abstraites, les formes, les lois, eidos, les essences, qui se varient par retention et protension, par tension, par contraction. Un temps contracté, c'est le moment où on trouve l'X en tant que X et qu'on le renomme. C'est ça, donner des noms comme premier acte donateur de l'homme, nommer les choses, aussi y entre dans le processus, et même l'essence même de conceptualisation et d'instrumentalisation et de la signification, c'est-à-dire donner un sens à une matière informe. L'informé, c'est le nommer. Voilà, tout Moyen-Âge, tout nominalisme, tous les universaux et singuliers aussi résolus maintenant, après Aristote de premières âges, donc l'Antiquité, Moyen-Âge aussi résolu, et à travers l'explication sur le langage ou les pronoms, n'est-ce pas, appellation, et non pas par le nom, mais par le pronom, c'est-à-dire ceci ou cela. Donc tout le shiftung des signifiants vides, la pronominalisation est résolue, donc toute logique de l'histoire, mais en vue de verbe, c'est-à-dire l'acte, c'est-à-dire l'efficience, l'effectivité. On dirait aujourd'hui performativité, valeur de performance, valeur de performance, dont Lyotard avait l'horreur du mot, mais performance, c'est speech act. Donc,
Une chasse, un fragment le plus anodin d'occupation humaine, c'est une speech act, c'est un acte parole. C'est pour ça que mon poème de tendre âge disait qu'un pierre est une promesse donnée à un oiseau, c'est archi juste, archi juste. Et même la justice même, l'explication même de justice, théorie de justice, c'est-à-dire adéquation, être adéquate à quelque chose, entsprechen, correspondre à quelque chose, peut-être momentanément, c'est ça le jeu du temps ou la ruse du temps, les choses se correspondent momentanément. C'est pour ça qu'on se moue peut-être dans l'éternité, dans la forme éternelle, immuable, disons, entre guillemets, selon la métaphysique, mais on en meut, disons, on bouge dans le temps, c'est-à-dire fini dans le champ de la finitude, à la fois au sens de chanson, dans une chanson qui a un début et la fin, qui a une fin, qui a une moyenne et fin, un rapport de fin moyen, une chansonnette, et un chant épique, épopée, accompagné de danses et de cris communaux, à la fois un chant au sens de chant de blé, c'est-à-dire un chant découpé de la nature informe à travers les limites pera d'une enceinte de la ville, une ville ou une habitation, un Wochenende, un séjour sur terre bizarre de l'homme, étrange chose, n'est-ce pas, ce séjour de l'homme sur terre, le mot également étrange chose sur terre, il faut que, on dirait qu'on espère que là où il n'y a pas de mot, c'est-à-dire là où la forme nous manque et la chose, entre guillemets, non plus n'existe. C'est ça le poème interprété de Stefan Georg par Heidegger. Là où le mot manque, la chose ne soit. Pour le retraduire en français. Voilà, toute la métaphysique heideggerienne, et surtout ce conte Heidegger, y est expliqué aussi, dans ce petit matin, à l'aube, à la levée du soleil, qui va aveugler bientôt tous les humains, et qui va leur faire tomber dans la temporalité temporante, où la limite de la nuit et du jour s'abîme et s'entame comme un passage de l'éternité vers le temps, c'est-à-dire chute dans le temps. Une morale d'étanchéité calfeutrée en ouate et à tout âge. Une effectivité morale plus effective que n'importe quelle activité journalière, une pseudo-confession à contrefaçon à tous vos bienfaits et à vos charges complémentaires, soit joie, soit épiderme, et au cœur tranché d'un espoir brisé des jours révolus et sédimenté comme pur codiment à ingrédier en saupoudrage effectif, des poudriers rêvés en rose et en brun. C'est du tact d'en avoir goûté le goût intrinsèque au cul de sac enjambé et suspendu, l'effort physique étanchant les trous de noblesse en hyperactivité cumulante à galop. Et des harnais et des attellages en parc de Tuileries complet soins, massage, message et aéré d'une heure de coiffe de 11, 14 voire de 15 ans
et toute littérée à attitrée par chaque avocation en temps plein d'amonestation, administrée personnellement à chaque étage de développement à demi mesuré B majeur d'intrigue sans mélodie en matière sonore neutre comme une guiche de Lorraine en fresque florentin, ou d'assas commun, mutuel et mutationnel, réclamant de la clameur d'être encore comme de la nature à agir et l'homme à y obéir en actes et postures convenus ou incongrus. Cela demande du courage et non d'une non-entame de la pureté avant l'effectivité. Virk. Oh là, Volt et Halt à danse macabre, cela est une station portière d'abord à glaner et au glock, à l'abus des marais des plus marécageux, insane et foudroyé de par l'épi soudain et de laisser sans intérêt trop porté, pourtant porte-à-faux, et même si faux, qu'une frochée à l'épi jaune le respecte. Pas connu et entendu sous la place vénitienne des trépassés sans contrôle en aval et en amont, et ammonier et amandier, jusqu'à ce que ces portes de maillot du corps soient entravées. Quelles étrangetés! Il se demande de quoi, et de cette quoi se foudroyer d'épis si respectés pendant toute l'été, et entasser des narines si fragiles que personne n'en est à épier de longs câlins. Si la bizarrerie persiste, c'est du tonneau ottoman versé à la fin de chaque mois à foudroyer des éclats sous-marins sans génisseur. Il y vaudra mieux porter à faux, si étanché que même les siens propres ne lui réclament d'annoncer des confessions qu'à baptême d'eau, sans passer par celle du feu, ni d'air frais et gratuit, plein de coquetteries à perroquets émanant des grands bâtiments marins et des drapeaux à demi-voile, à demi-haut, à demi-dit, au demi-chanté comme des insultes étudiées et dictées pendant le forçage en 6 langues, en laquelle des crachats abondent et surprennent à tout instant d'une insanité en chimère. Quelle chance de ces cauchemars des plus profondes, et ce, au prix de tous les épis de la terre. Si inhabitée qu'elle soit, une langue à part se parle en noyau et en écorce. Si l'intonation en est faible, c'est parce qu'elle chante si lente que la phrasée devient un demi-tour de la globe, et saison changée, la nouvelle est transmise aux générations postérieures, et ceci à un coût moindre, sans facétie, ni langue de bois. Moi de médaillère, toujours qui court, toujours plus vite, d'une île à une autre îlot, et ainsi de suite, comme une rondeau à rhapsodier, rien à attancher. Si la propriété est à ciel, et la terre n'y participe qu'à des grandes noces à conclure entre les familles en hostilité, si 2 amants se présentent pour les novices, la terre devient pensif, le ciel foudroyant, le feu flamboyant, l'eau prête à baptiser tout sous le même nom fraternel. Viens, je meurs. Exaspéré, ils répondent non. Je suis chez celui chez qui je suis,
Chez qui est-ce finalement? Qui est-ce? Personne ne me l'a demandé, ni sollicité. De par mon nom propre qui est laissé à sa journée et s'établir en tablier d'échiquier à d'échiquier, des nombres et des carrés perpendiculaires et si culinaires, des petites gâteries succulentes à savourer, si soif te guette, laisse le faire t'étancher comme si c'était le dernier goût, calme et pétillant d'essai. Dans le cadavre innommable est inscrit, comme coulant et bouchant les trous et à dévidant le cerveau à l'aide d'une vis à dévisser, à tourbillonner de sorte que la transmission du mouvement sur l'engrenage s'affaiblit en rotation et tourne en ralenti au harnais, si minime que ce soit le harassement en corps et en esprit, invariablement d'âge, sexe, de maladie, la déchirure, le trou, l'abîme, la bouche, les yeux, sans âge, jamais vieilli, jamais assez innocent. Et peut-être la dialectique, conception de dialectique chez Héraclite, on dit ontologique, mais ça restait peut-être plutôt du côté de la nature, de la conception de nature, en tant que nature, le monde avant l'humain aussi, foudroyé par la dialectique, la vie. La vie dans le monde ne peut être conçue sans dialectique, mais pour Hegel, ce genre d'opposition par nature reste encore très spontané et pas du tout réfléchi. C'est déjà quelque chose qui pousse à un stade ultérieur, là où il y aura des consciences opposées. Donc, chez l'humain aussi persiste cette opposition par nature et qui devient l'attirance aussi, parce que quand on est opposé, on a quelque chose à faire à ceci qui nous intrigue, qu'on veut transformer, qu'on va approprier, qu'on va faire un avec elle, l'opposition. Donc c'est l'acte, disons, l'amour sexuel se résumerait aussi à cette opposition des sexes. Mais dans le cas du même sexe, c'est pas contradictoire parce qu'il s'agit cette fois-ci de petites différences, non pas de grosses oppositions, mais petites différences qui se posent comme problème ou attirance, comme affect, qui fait une vacuité, disons, dans le sujet vers lequel il est attiré. Ou bien elle est attirée par elle, ou il est attiré par lui, ou une vacuité, c'est-à-dire une vide, s'installe, et les deux entités se trouvent attirées tout simplement par une attraction quasi physique assez vide. Voilà, il faut penser comme des vases communicantes à des pressions différentes, de petites chambrettes, etc. Une physique de aérodynamique. C'est-à-dire pneuma, pustuche, respiration, soupir, satisfaction ou l'envie, l'anguissement, etc. Tout ce que nous connaissons des affects.
Alors, dialectique, est-ce une chose mauvaise ou bonne? N'a aucun sens, une question pareille. Même quand on dépasse, disons, quand on voit comme Héraclite, comme Hegel ou n'importe quel sage, l'ensemble des processus, donc des partialités qui se sont pris par ce piège de dialectique qui les fait bouger d'une manière un peu aléatoire, parce que personne ne choisit son opposé véritable, mais il trouve une occasion chez l'autre ou chez un objet, un intérêt à lequel il va s'opposer, soit pour le transformer comme objet produit, voilà, production aussi. Il voit dans cet objet informe, matière brute, une forme, et il oppose à la matérialité pour en imposer une forme et qui ne sera pas uniquement forme, mais une matière formée, donc une sorte de synthèse. Mieux que rien, mais pas parfait. Aucune synthèse n'est parfaite, n'oublions pas. Donc, un sage verrait ces choses-là et qu'il appellerait, voilà le processus. Comment c'est cela, même que la finitude fonctionne de manière imparfaite, c'est parce qu'il n'achève chaque fois une synthèse que le mouvement se reprend et ça se termine jamais jusqu'à l'exténuation des entités en tant que vivants. Et dans la matière inorganique continue le processus de dissolution et dialectique transformation. Et quand un sage spéculatif, philosophe spéculatif voit cette scène dans son totalité, et qu'il appelle d'ailleurs totalité, au sens lévinassien disons, et non pas l'infini, bien que cette totalité vers indéfiniment d'une manière illimitée, ça continue. Dans les cas où on n'arrête pas avec une finalité ultime ou dès le départ un téléchie comme chez Aristote qui va orienter. Chez Hegel aussi, il y a un choix de savoir absolu qui sera déjà d'une manière discrète dans le début du processus. Voilà, l'orientation orientée. Voilà, un sage qui serait réticent de voir une cause finale dans tout cela et qui verra plutôt une bataille de coq aveugle, sans tête, sans pensée, et il va se retirer dans ses lointaines spéculations ou, comme on dit, dans son tour d'ivoire. Et étant humain, malgré qu'il est humain, il ne agira pas en tant qu'humain. Et ce sera une malheureuse conscience malheureuse décrite par Hegel, peut-être. Donc, en tout cas, il ne sera pas heureux. Il est heureux dans ses pensées et malheureux dans ce monde-ci, peut-être. Et lui aussi, il aura des faiblesses de temps en temps, comme il est fini et formé, et donc il crée des vacuités autour de lui, des manques, forcément. Il faut penser que ça comme une courbure qui se prolonge avec les points pointillés qui crée son espace virtuel, ses objets virtuels autour de lui ou comme auréole. Donc lui, il sera attiré par les personnes opposées qui sont semblables. C'est la même chose que j'ai décrit.
qu'il y a des petites différences qui sont responsables de schématisations, disons, beaucoup plus fines, raffinées. Voilà, de temps en temps, il y aura des failles. Non pas des faillites, mais des failles, des lacunes, voilà. Vacuité, lacune, oubli non pas de soi, mais oubli de la totalité, ou bien l'envie de se faire un avec la totalité. Donc, il va se laisser aller, tomber dans les pièges, donc vivre souligné, comme n'importe qui. Donc, il sera en devenir, soit malheureux, soit heureux, soit longue durée, soit éphémère. Voilà. L'envie, n'a pas comprend le désir, l'envie, ce pourquoi il y a un moment faillite ou réussite, n'empêche pas qu'il y aura un désir qui va s'éclater d'une manière autre, c'est-à-dire qu'un désir refoulé va se faire phénomène d'une manière encore plus inattendue, même par son émetteur, disons, par son objet. L'homme, peut-être, est l'objet de son désir, non pas la fin de son désir, mais l'objet en tant que médium. L'homme est un médium de son désir, ou bien substance de son désir, c'est la même chose. Substance, c'est ce qui porte, comme hypokoimenon, son désir. Bien que ce désir n'existe pas en apparence, bien qu'il y a s'il y a quelque chose à porter, c'est-à-dire corporate, disons, corporate non pas abstraite, mais dans une circonstance, dans des coordonnées finies ou illimitées, il y aura comme une image virtuelle un désir dans l'air qui se dessinerait, qui se cristalliserait, qui se cristalliserait. Et une fois ce désir est devenu cristalline, et il sera l'objet du désir d'autrui, encore d'une autre. Voilà. C'est ça les principaux termes: désir, savoir absolu, intelligent, moment, c'est pourquoi il y a un moment, c'est vers quoi il y a un moment, et comment ça se passe, un thèse, un supposé et une supposé. Voilà, toute l'explication est en cohérence avec tous les termes fondamentaux, au moins de Hegel, et en révisant, en plus, en appliquant à la corporité, c'est-à-dire à la chair, donc à l'entrelacement de la chair et du monde, et comme désir, premier moteur. Vous allez dire que le premier moteur devrait être seulement au départ, mais non, il faut qu'il y ait toujours un moteur et qui se dessine virtuellement, pour que cette inertie de matière formée, qui est finitude, jeter un grain de poussière dans le cosmos, soit, entre guillemets, esclave de son désir virtuel, et qui se divise pour le réaliser, pour se combiner, pour s'envelopper, développer. Donc, ceci dit que le premier moteur suppose une matière inerte qui le met en mouvement. Le premier moteur n'est pas premier. Seulement en tant que moteur, c'est-à-dire ce qui pousse
comme tribe, donc pulsion, donc désir, qui est premier. Ce qui est premier moteur responsable seulement de mouvement et de dissolution, et non pas de l'être, mais du devenir. Donc, il faut qu'il y ait un grain de poussière jeté par hasard et qui soit enfermé sur soi. Et c'est là qu'il faut chercher savoir absolu ou trésor caché ou bien existence sporadique au sens de biologie à sport ou bien dans l'exemple très connu de Heidegger et de Huxley, une petite fourmi en latence. Tique, pardon, c'était pas fourmi, bien sûr. Une tique, une existence qu'on appelle tique, qui est endormie en latence. Il est dans son savoir absolu, il est dans ses rêves, et son rêve et existence une et même chose. Et il y a tout et il y a rien. Et dès qu'il y a un changement qui est son désir même, qui est éveillé, et lui aussi en tant que forme et matière, il sera divisé, il va se faire Spaltung, il va se faire schise, brisure, ouverture, mouvement, captation. Voilà, le mot être capté. Et capter, ce sont des actes conceptuels. Ce sont des monades conceptuelles. Donc, un tic en latence, c'est un concept en latence, une forme, dirait Aristote, eidos. Il n'y a que eidos dont la forme est leur matière. Et il n'y a pas une matière en plus qui serait trop, un surplus ou un manque de matière, une imperfection. Sinon, il y a un mouvement. Une forme dont la matière est cette forme, nous l'appelons chez Hegel savoir absolu. Ou bien tout simplement absolu. Absolu. Et exactement l'idée au sens kantien, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas en avoir une présentation adéquate. On ne peut pas avoir une présentation adéquate de l'absolu une fois bousillé, une fois décomposé. Elle ne sera plus l'idée, mais une étant en moment. Et déjà, sa propre représentation, un étant et sa propre représentation déjà. Mais une idée, donc latence, n'a pas en soi une présentation adéquate. Elle est tout simplement adéquate à elle-même et non pas à sa représentation, pour une raison simple qu'elle n'a pas de représentation. Elle est enfermée. Personne ne s'en aperçoit. Un tic en latence, ça ne se voit pas. Voilà. Bonne journée. Donc, après Heidegger, Foucault avait prononcé sur le sujet de Hegel toute la philosophie après Hegel et après Marx, en pensant à la philosophie française contemporaine, bien sûr, alors ces philosophies se positionnaient contre Hegel, plutôt contre à la dialectique d'opposition. Mais il faut qu'on dise qu'après Heidegger, je souligne parce que c'est la première fois
Heidegger, qui avait montré l'absurdité de s'opposer à la dialectique. C'est une manière de l'affirmer. Et Foucault aussi, d'une manière plus élégante, il dit cela. Le fait même d'opposer à la dialectique, même hegelienne, pour une fois de plus qu'on est dans un processus dialectique, en plus dans le pire des camps, c'est-à-dire l'opposition, même pas une synthèse. Voilà, il y a des recherches chez Deleuze, par exemple, des oppositions qui ne sont pas caricaturales, mais seraient de l'ordre de différence. Voilà, c'est une manière de réformer la dialectique et non pas opposer. Donc, on ne peut critiquer qu'une certaine conception de la dialectique formulée et conçue par Hegel, et il faut y retourner pour se ressourcer à la conception héraclitienne de la dialectique, n'est-ce pas, qui est ontologique, une polémos ontologique primaire qui fait bouger toute chose, qui est responsable de tout devenir, toute modification et changement, tout être est issu de ce polémos. Et c'est presque impossible d'arrêter, mettre un terme à ce processus chez Héraclite. Donc il faut chercher et formuler, essayer de décrire comment et dans quel niveau, dans chaque époque, même dans les lieux insoupçonnés, comment dialectique encore se dévoile, nous fait montrer, nous fait tomber dans les pièges, nous fait vivre d'une insouciance partielle, opposée, soit être opposé tour à tour. C'est la condition de finitude bizarre, c'est la condition d'être enfermé dans une monade avec une seule point de vue, soit opposé, soit être opposé. Alors là, c'est affirmer que chaque être, comme Anaximandros, comme il existe, donc il est sujet à la disparition ou à la discorde, il est sujet à l'injustice par son existence même. Il fait l'injustice et il subit l'injustice. Donc Héraclite et Anaximandre a une communauté de penseurs, étant les deux très socratiques, bien sûr, et nous ressourçons de Anaximandre, de sa conception d'édicée ontologique. Eh bien, ça, c'est presque la même chose avec Héraclite. Le calcul de l'inconscient, pensée profonde du rêve, et tout ce qui se croise en signe pour s'enchaîner, pour en faire une histoire, soit superficielle ou artificielle, mais qui dit quand même néanmoins quelque chose par rapport à la date, à la journée, à l'endroit, au trait du visagité ou corporalité, l'affect, sentiment, ou, à vrai dire, la pompe, c'est-à-dire spectacle dans lequel, ou à travers lequel on passe, on traverse, on voyage, on scrupule, on y examine et on y finalement
on y couche de bonnes heures, des moments, des heures, des minutes et des battements du cœur, ce qu'on appellerait une effusion. Tandis que l'inconscient guide dans des endroits, c'est comme tâtonnement, mais disons que Holcade, voix off, guide, mais c'est comme dans un autre film. C'est-à-dire que la conséquence ou le début et déroulement, ça n'appartient pas à ce film, mais finalement le film était le même. Ou bien, dans la scène du film, il y a un autre qui en était la vérité et qui n'est jamais filmé, qui se ressurgit, mais seulement dans le réel. Et en réalité, en visionnant, on n'en voit que les traces, petits signaux. Et puis réveillant, on en voit une dissolution totale et une certitude incroyable d'y avoir été et non pas seulement visionné, mais traversé, acculé devant la réalité. On n'y croit pas. On est incrédule devant le réel, mais très inclin à croire au réel. Mais on en cherche des indices, des choses tangibles. Effectivement, ça peut prendre du temps. Il faut laisser scander l'événement, ou bien avènement, parce que on ne peut pas s'empresser. Alors que la chose s'empresse, la chose elle-même s'empresse, on n'est absolument pas en dessous de sa temporalité, donc on ne peut pas être sûr que si ça s'empresse ou ça ralentit, et comme un cadran solaire où le monde se rétrécit et les traits de visagité s'allongent et une figure quasi Giacometti apparaît, un Pissarro étendu nu, et une calcul comme Magritte qui dit que c'est pas vrai et des négations qui s'enregistrent en dessous, en légende inoubliable, immémoriale, mais le trait, ça disparaît et l'écrit reste. Voilà ce que j'appelle en gros Durcharbeitung, ce que Freud, avant nous, il y a un siècle et demi, appelle Durcharbeitung, et les Français essaient de traduire par le mot élaboration, et puis les Anglais, c'est vrai que je honore toutes trois langues, working through. C'est impossible. Werke, Kunstwerke, je dirais, impossible à réaliser. C'est parce qu'il est impossible qu'on est en train d'en faire des esquisses et des tableaux et des séquences et des scansions, et on n'en trouve pas le réel, on n'en trouve pas l'original. Et c'est une hantise qui se fait dans une laps de temps, hein. C'est pas une histoire. Ça n'a pas une histoire personnelle singulière, mais chaque histoire singulière personnelle, eh bien, ça colle comme quelque chose de secondaire, étranger, mais incroyablement vraisemblable.
et qui finit par nous faire croire que c'était ça, X transcendantal. Et c'est dur à avaler, mais c'est léger en son. Parce qu'on trouve toujours une sortie, parce que n'importe quel X, signe, indicateur, peut faire l'affaire. Et c'est ça, bonne nouvelle. Alors, pourquoi cette fois, si n'importe quel signe pourrait résoudre le problème, mais il faut que ce n'importe quel signe soit un bon signe approprié. Alors là, c'est impossible, une logique impossible. Ce soit à la fois quelque chose soit complètement aléatoire et inattendu et qui soit attendu, ça nous dépasse. Il ne faut pas cogiter là-dessus. Ça, c'est ce qui fait le mystère de la pensée qui reste à repenser. Chaque fois qu'on conclut à peu près d'une manière intelligible, alors il y a une pensée qui se ressurgit et qui diffère, qui éloigne, qui efface tout ce qu'on a dit et pensé, dessiné, et on recommence. Je suis intelligible, je suppose. Ce soir au moins, au revoir. Vous voyez les voix, la diaphone. Et c'est ça qui travaille de l'inconscient. Et c'est implacablement en place, tout chose. C'est implacablement, tout est en place et en joue, d'une heure en jouet. En plus, c'est pas sérieux, hein. Tout ça, c'est pas sérieux. C'est un scandale, ce que j'appelle scandale. Si c'est pas sérieux, si ça prend tellement du temps, alors là, le monde, alors là, et c'est pas du tout sérieux, mais c'est archi sérieux. Ça, je ne peux pas expliquer. Pour l'instant, je ne peux pas expliquer. Je vais être audible, intelligible, autant que c'est possible. C'est pour ça que je répète. C'est donc par la thématisation de baptême de feu refoulé, barré, que commençait notre discours qui s'est acheminé à ce passage très connu, interprété par saint Paul, n'est-ce pas? Jésus dirait à sa rencontre, non pas par hasard, à sa venue au lac de baptême de Jean-Baptiste, qu'il est descendu sur le lac pour le voir, et non pas très bienheureux Jean le Baptiste qui a cherché Jésus, dont il connaissait l'existence, l'effectivité excessive, spirituelle. Donc Jésus est descendu chez Jean pour se payer une benne dans le Valais, bien amollesté. Il a sorti cette phrase après avoir pensé, non pas pensé, mais senti jusqu'à ses moelles le bien-être, bienfaisance de l'eau tiède, source de l'eau jaillissante d'une chaleur bienfaisante. Et il a conclu, en reprenant ses esprits, qu'il s'agit seulement d'un baptême de l'eau. L'eau, comme dans le bain public romain, ça fait du bien à tout le monde, à toutes les classes.
à tous les âges, à tous les sexes, à toutes les préférences. Ben, c'est une donation élémentaire matérielle qui est en partage. Mais rien à voir avec baptême de l'esprit, de souffle, de nouvel souffle. On n'en parle même pas du feu, de l'air bouffé. Et on passe directement à une abstraction effective qui est devenue effective. Voilà, cet radical changement imperceptible, voilà, parce que nous parlions un concept d'indécennable, indécennabilité chez Deleuze. Voilà un exemple éclatant dans une exégèse biblique, à mon avis. J'ai mis à côté comme chapitre, capitaux énormes, et il y en a des autres qui s'enchaînent interminablement. Il faut en prendre l'action. Hein? Il faut prendre acte. Et, par exemple, récemment, j'ai découvert quoi? La noce de Cana et grande arrivée de Jésus à cette noce. Un acte non pas manqué, mais qui aurait dû ne pas exister, mais qui a eu lieu et qui est resté sans interprétation dans les évangiles, parce que sans commentaire, no comment. Alors que l'arrière-plan est très chargé de sens dans la Bible, Ancien Testament, etc. Il y en a des choses comme ça qui est passé presque sous silence, donc d'une manière imperceptible et indécennable, qui sont des changements radicaux, mais des signes faibles. Il n'y a pas de signes forts et de signes faibles, mais il y a des signes affaiblis. Ce sont des signaux tellement graves de conséquences qui sont émis, faibles, à mon avis, qui sont écrits, qui sont modérément exégétés. Voilà le secret, le clé d'interprétation des rêves, le clé des songes, le clé des songes. Au revoir. Eh bien, j'ajoutais que le mot, non pas chose, mais chez, équivalent, eh bien, c'était la limite de la pronominalisation. Et n'étant pas tout seul un pronom, pas du tout, mais qui passe pour une sorte de pronom, un indicateur vide. Un indicateur vide qu'on utilise dans le langage courant, effectivement, ça existe. En plus, dans un langage courant qui n'est pas noble ni sage, pas du tout. Ou bien, même le plus bas étage du discours, entre les jeunes gens, les lycéens, effectivement, les femmes de ménage, ils utilisent, par manque de mémoire ou de vocabulaire précis, ils ont recours assez souvent au mot chose. Je veux dire en turc, moi je parle d'usage d'un idiome spécial que je connais bien en turc, şey. Donc en français on n'utilise pas la chose, on utilise le truc. Quand on ne se rappelle pas du mot exact de la chose, on dit truc. Donc véritable équivalent sémantique du mot chez en turc, je n'ose même pas dire en arabe, qui est quand même arabe classique, c'est un langage savant, et en pluriel, chez, je sais que ça devient eşya,
eşya on utilise en turc par exemple pour dire les immeubles à la maison, les meubles plutôt, les meubles pardon, à la maison et tout ce qui est bien qu'on a en propriété. Et en général, en philosophie, c'est la chose qui est de l'ordre de objectivité. Donc, tangible. Des choses tangibles, c'est eşya. Pluriel de şey, donc eşya, qui existe dans la langue actuelle moderne turque, qui vient directement de l'arabe, mais je ne connais pas l'idiome précis en Tunisie, en Égypte, en Syrie, n'est-ce pas? Et il faut être très prudent, parce que langue arabe, c'est une sorte de mathématique qu'on utilise économiquement dans chaque pays, et à vrai dire, selon leur goût et leurs circonstances environnementales, qui est elle-même un idiome sûrement dans son origine, n'est-ce pas, une langue qui est surgit dans un désert qui laisse à penser, dans un désert là où il y a assez peu de choses, et comment on peut élaborer une langue si mathématique comme la langue grecque. Voilà, ce sont des choses à repenser plus tard, mais voilà un cas limite de pronominalisation dans le langage courant qui est même pas courante, mais le plus bas étage de mémoire, un faible langage faible, et devient ensuite soudainement et originalement le sujet d'une interrogation philosophique hautaine, même métaphysique, sous la plume de Agamben et puis maintenant chez nous. Quelconque à l'équite, on ne sait pas quand le latin était un idiome dans la latrine de Rome, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire le mot à l'équite. Ah ben, à l'équite, montre-moi ton à l'équite. Ben, on connaît absolument rien, mais on peut deviner. Parce que on a le concept maintenant, cas limite de pronominalisation. Ça veut dire que essayer de montrer assez de soin pour ne pas nommer la chose en tant que telle. Il ne faut pas nommer les choses pour être véridique dans un idiome. Idiome veut dire qu'on utilise une langue à travers. Nous sommes différents. Différents de quoi? Différents que de cette tribu réussie, devenue centrale, entre guillemets impériale, qui nous impose sa langue pour que nous tournons en rond autour de son tour de Babel. Voilà, babélisation, c'est un acte de décentralisation, plutôt excentrique, un mouvement excentrique s'appelle babélisation. Dans le contraire, c'est centralisation, donc ça c'est babélisation. Mais dans ces exigences d'unificatrice qui est échoué par insistance. Voilà, une aporia. Une aporie, plus vous insistez à nommer les choses par le nom propre, plus les gens s'esquivent de manière elliptique. Ils commencent à appeler les choses autrement, montrer, indiquer les choses
par une vide hallucinante qui est plus que claire selon la philosophie, en présence d'une main indicateur, une présence réelle, eh bien, dès que cette présence réelle se dissipe, dès qu'on n'est plus dans les latrines, alors la chose s'est suspendue comme quoi, ben, j'ai une image que j'ai vue dans le musée de la Grèce antique, non pas Grèce antique, mais archaïque, grécité antique, ça veut dire Ionie, Mycène. Dans ces civilisations, phallus avait une importance comme objet sculpté en bois, en pierre, etc. Eh bien, énormité de la chose, suspendue en air, qui descend, qui remonte avec selon un mécanisme de rouleaux, un monde de rotation ralentie en décharge et en charge, en bobinage, etc. Un système mécanique assez rudimentaire pour monter et descendre, un appareillage, un dispositif qui dit oui et non, qui n'a que deux mots, qui n'a que deux signes de tête pour dire oui et l'autre pour dire non. Voilà un langage de latin, voilà cas limite de pronominalisation, c'est le mouvement de nez qui descend et qui remonte et qui signifie, qui sent bon, qui décide, qui prolifère un jugement sans parole, qui dit que c'est bon ou c'est mauvais. Voilà pour continuer la chose en soi. Voilà une question. Dinkanzi. D'où vient cette expression? La chose en soi. Prenons la chose, isolement en soi. Isolement de quoi? Isolement de visage, isolement des épaules, des bras, des jambes, des pieds, des conditions rudimentaires de travail, des fatigues, des envies, des cogitos, des obviosités, de la demande, de la famine, de la précarité. Voilà une chose tragique. La chose en soi, c'est une chose tragique, une abstraction faite du reste. Prendre la chose en soi. Prendre comment? Saisir la chose en soi. Denk an sich, saisir, denk an sich. C'est difficile. La chose la plus difficile chez Kant, n'est-ce pas? On suppose qu'il y aura dû un visage dans sa nudité, au-delà des identités et de petites mimiques qui disent oui, non, indépendamment des cogiter, de vie et de non, et des cultures et des acculturations, il y aura un Dinkanzi qui sera saisi, pris par la main et qui se retire dans ces chaos, jeux d'ombre, qui dessinent de loin ces contours. Voilà derrière un rideau blanc. Et avec le vent, ondulation, les contours se dessinent et se dissipent, s'effacent comme traces et aussitôt disparu devient fantôme. Une obsession.
Voilà. Une obsession de inexponible en esthétique est absolument pas démontrable, car on n'a jamais eu l'occasion d'en avoir un parfait. Donc c'est une hypothèse qu'on ne peut pas démontrer, qui laisse en suspens comme une épée de Damoclès quand il s'agit de centre du pouvoir. À négocier, à disputer, non. À gagner dans la guerre, oui. Mais qui va en oser? Chacun étant dans le même état, dans presque égalité ou inégalité, qui revient au même, en absence d'une, je dirais, un enroulement. C'était une fois que le processus a commencé, rien et personne ne peut s'arrêter, alors que le processus n'a pas entamé, rien ne bouge, même pas une feuille, même pas une planche, même pas une palimpseste, qu'on a écrit 1000 fois pourtant, qu'on a dessiné, schématisé 1000 fois, mais le feuille reçoit l'inscription une fois que c'est en moi, c'est-à-dire devenu verbe, c'est-à-dire devenu tel, ainsi, maniérisé et contextualisé, thématisé, donc servant à autre chose que soi, est devenu, et c'est effacé en tant que Dinkanji. Ce que je veux dire, cette fois-ci, l'image, à mon avis, obtue, et 1000 fois obtus, c'est en langue courante, c'est quoi obtus? C'est con, c'est dommage. Pourtant, voilà, l'objet manqué apparaît. Pourtant, une, comment elle s'appelle? Qui dit pourtant, sans dire néanmoins, sans ajouter donc, sans s'enchaîner, sans pouvoir enchaîner, qui s'arrête dans le pourtant et qui dit languissement, regret, dû à un certain respect, un ralentissement, une pacifisation, une paix, et qui n'est pas durable. Dès que les choses s'enroulent, comme je disais, en fait, dès qu'il y a une étincelle des dieux de Mars, la guerre commence, alors tout recommence. Tout dépend d'un signe extérieur. Vraiment rien d'intrinsèque dans le Dinkanji. Quelque chose, un signe qui le met en mouvement, comme si c'était une monade fermée qui cache en soi le savoir absolu, c'est-à-dire totalité de l'expérience humaine dans une sémence, cachée, retenue, discret, timide, enveloppé, en état d'embryonnage, qui a une longue aventure après. Mais ça ne dépend pas de lui d'entamer une histoire. C'est ça, fantôme X, comme autrui, grand ou petit a, et qui va faire commencer la loi mimétique de Talion, vengeance,
ce que j'appellerais enroulement, un mot peut-être pas très exact, mais déchaînement non. Déchaînement suppose une origine potentielle, une potence, un poteau de potentiel peut être envisagé. Une potestas, alors là, c'est complètement résiduel, c'est-à-dire une conséquence, et qui n'a pas un initiateur commencement, mais qu'une conséquence, un résultat. Un résultat veut dire toujours la chose va recommencer. Alors là, les générations futures a démêlé ça dans une seule espoir de vie, sans trace, sans signe, sans peinture, sans exégèse. Alors là, ils auront beaucoup de temps à thématiser autre chose. C'est tant mieux. Ça sert à ça, d'ailleurs, Dinkanzi, ça sert. Ne vous en occupez pas de moi, faites vos affaires. S'il vous plaît. Dinkanzi, très gentiment, nous dit que allez vous en promener chez les Grecs ou chez les Arabes, si vous voulez, enfin chez les Perses, chez les Afghans, etc. Dinkanzi veut être tranquille, indemne, immune de toute opération, parce que s'il se mêle à l'opération, alors là, potentia, potestas, effectivement, ça va se montrer en événement, en eragnis, appropriation. Ça, on ne peut pas y échapper, mes enfants. Voilà, pour l'instant. Un guide de conclusion. C'est un peu trop long, peut-être, mais concluante, oui. Bon. À la question qu'on n'a jamais demandé, la réponse est prête. À la question qu'on n'a jamais demandé, la réponse est prête. La réponse est prête. Eh bien, la réponse est que, à la question comment et qu'est-ce que c'est philosophique, n'est-ce pas, un titre de la philosophie, qu'est-ce que c'est ontologique, c'est pas une réponse de comment n'est pas du tout remède, pas suffisant en tout cas, mais attendez, vous écoutez? Eh bien, il ne suffit pas de changer des substances avec verbe, c'est-à-dire efficience totale devenir, c'est Deleuze que je vise là. Eh bien, c'est à la question de comment, la réponse c'est adverbe. Non pas verbe, mais adverbe. Adverbe, c'est insigneusement, lentement, imperceptiblement, indescriptiblement ou indécernablement, etc. C'est de Foucault. Oui. Rapide. Solution rapide et excusez, je ne veux pas dire que les autres, c'est-à-dire Deleuze, Derrida, n'ont pas répondu. C'est une manière de ne pas répondre. Mais maniérisme de adverbial, maniérisme adverbio, c'est biologiquement vrai.
Voilà, tout ce que je voulais annoter. Donc, hier, je mettais en rapport le concept de surdétermination de Louis Althusser avec toute son érudition concernant Edmund Husserl. Maintenant, j'enchaîne très rapidement, je n'ai pas de temps, et d'électricité. Le concept de surdétermination d'Althusser, l'intrusion de l'homme blanc dans le processus de oedipianisation de l'homme polyvalent, sauvage chez Lévi-Strauss. J'enchaîne. Troisièmement, Husserl, concept intime du temps, retention, protention, dont il était l'objet hier. Maintenant, Kant, ce fameux synthèse disjonctif qui se trouve à la fois chez Lévi-Strauss, mais ce n'est qu'une catégorie élargie chez Kant, un jugement disjonctif. Et moi, mon expression dans mon roman aux yeux d'autrui, respectivement dissymétrique, que j'avais mis en rapport avec synthèse passif. Et maintenant, le respect, au sens kantien, c'est-à-dire une ratio cognoscendi de la loi morale. Respect, non crainte, au sens kantien du terme, comme ratio cognoscendi, de scandale, au sens grec, est interprété par René Girard et puis Lacan. Scandale et non pas inceste, honte, intimidation. Avec ma théorie, avec les accessoires d'accélérateur. C'est une interprétation du processus de Lévi-Strauss. En un clin d'œil, clin, ça vient peut-être de Clésis. On tue un enfant, Serge Leclerc. Ça se va vite oedipianisation. L'interdit qui ne rentre pas dans la diaconie. C'est très lévinassien. Une simultanéité globale universelle par contagion virale. C'est très Jean Baudrillard. D'un Zeihe monstre. C'est très hölderlinien. Teufel en allemand, Satan, diable, thief en anglais, voleur, voleur en français, Dicard, dragon oriental, entre parenthèses, Zulkarnain, Héphaïstos, et tous les Chinois et le reste, quand on dit dragon oriental, et à commencer par Gilgamesh, devenu, à la fin, ce notre Dieu monothéiste. La nuit des innocents, Mathusalem, Kalubela, Kerbela. Voilà, on est juste à la fin d'Islam. Devenu ce Dieu, le collecteur de prépuces. Ça vient de James Joyce. Marc déposé, c'est une interprétation de circoncision. Marc déposé en alphabet phénicien. C'est à partir de Lacan, cité un ouvrage très sérieux qui explique l'origine de l'alphabet phénicien. Moi, j'ajoute à ce sceau, marque déposée, sceau de maçonnerie, qui serait l'origine de l'alphabet, qui ne porte pas des voyelles, donc phénicien et hébraïque. Moi, j'ajoute qu'on interprète comme nom, au sens de symbole polynien qui vient de Giorgio Agamben. Qu'on interprète comme nom. Pourquoi comme nom? Et j'explique. Arbitraire ou indifférence de signes.
c'est tout ça sur Lacan d'une manière insistée. Maintenant, j'ajoute par surdétermination comme non, c'est-à-dire arbitraire, comme si c'était arbitraire, et rien n'avait une causalité, même contingente, et tout était une causalité par la liberté. Et nous le reconnaissons par ratio cognoscendi, c'est-à-dire respect ou indifférence. Voilà, une arbitre, les choses comme ça, disparates, et je suis indifférent aussi. Et c'est suffisant, cette explication générale appliquée de la synthèse dite passive, concernant bien sûr l'histoire, temps, l'espace et ses contractions. J'espère que j'ai eu, voilà, presque fini. Donc, j'ajoute alors Besein Nunc en allemand, qui est intervenu 26 mai dans mes considérations de table d'assignement, tente d'assignement, qui est devenu en allemand Tisch, une table, et dans les années d'Ecclésis, Beseigung, Zeugen, Zeiche, monstre, et une certaine monstration. Voilà, assignement, c'est aussi monstration, montrer avec le doigt. Appeler, c'est pas seulement avec la voix. Donc Agamben parle depuis langage mort de shifter, de pronom indicateur. Et Humboldt aussi avait parlé d'une manière beaucoup plus sérieuse très tôt, et Heidegger n'a pas loupé ça. Donc dans mon roman, shifter et Agamben existent, signifiant vide, indicateur. Mais 15 mai aussi, je parlais dans mon discours enregistré capsule spatiale. Je passerai vite dans mes archives anciens théâtre de mort sous le titre Théâtre de mort. Je parle de promesses, bonhomme et aidos. Voilà, c'est tout. Je suis heureux maintenant. Mais le titre, c'est quoi? Synthèse passive, disons. Synthèse passive, interprétée das Gleiche, c'est-à-dire surdétermination. Que j'ajoute quand même un petit message de média social dont je disais que personne ne comprenait la signification du mot de concept surdétermination. Aussitôt, il ne comprenait pas quand je dis époquet husserlien, c'était une mise en parenthèse, oui, mais aussi mettre en suspens, suspendre, voilà, suspendre. Et je disais que c'est une suspense. La phénoménologie, c'est une suspense. Il disait, oh, tu dis n'importe quoi. Suspension, c'est autre chose. Suspense, en anglais, c'est autre chose. Moi, je ne j'ajouterai rien à cette ignorance. Mon travail est facilement pardonnable. Bon, j'espère que